Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo découverte du moteur GDevelop. Dans le premier épisode, on avait vu les bases du moteur, les différents panneaux, les paramètres, la création d'objets, etc. Aujourd'hui, on va voir les variables, un petit peu de texte et un petit peu d'animation. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est une sorte de boîte dans laquelle on va placer une valeur. Elle sera étiquetée, cette boîte, donc elle aura un nom. Et ces valeurs peuvent changer au fur et à mesure du jeu. On va pouvoir piocher dans cette boîte ces valeurs. Et ça va nous permettre, au lieu d'avoir des valeurs fixes, de pouvoir les modifier, de pouvoir les réutiliser, etc., de passer d'un état à un autre. Voilà. C'est très important dans la programmation de manière générale. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est on va parler des différentes portées de variables. Alors, ne vous inquiétez pas, on va faire des cas pratiques après. Donc, il y a les variables globales, pardon. Donc, les variables globales vont concerner la globalité du jeu, elles vont rester de scène en scène. Les variables de scène qui vont rester que dans la scène où on a créé la variable, et les variables d'objet qui ne concernent que l'objet qu'on a créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une variable globale. J'ai du mal avec ce mot, dis donc. Une variable globale. Pour cela, on pourrait très bien dire, on pourrait utiliser la vie du personnage. La vie du personnage va rester continuellement dans le jeu d'une scène à une autre. Si elle disparaissait à la scène 2, on aurait un problème. On va pas faire ça, on va compter des pièces qu'on a sur notre parcours. C'est une chose un peu classique, mais ça marche. Pour vous expliquer ce que sont ces variables globales. Donc, on va déjà commencer par créer les pièces. C'est là où je vous ai parlé d'animation. Alors, ça va être de l'animation très basique. Et on va créer un nouvel objet de scène. Un sprite, ça vous savez faire. Et on va créer avec Piskel aussi. On va resize en 32. Alors, ça risque de faire des grosses pièces quand même en 32. Hein. Donc 16 par 16. Voilà, je vais vous montrer un petit tips pour faire une animation de pièces. C'est toujours marrant. Bien sûr, on va les faire en jaune, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ok. Voilà, première image, on fait un rond. Voilà, c'est une pièce. On peut ajouter ici des frames. Voilà, donc ici, vous avez l'animation qui se joue. Notre rond, il est un peu plus ovale, on va dire que ça c'est le milieu. Oh, erreur. On va faire un autre rond ici, à partir d'ici, mais qui est plus ovale. Voilà. Et on va faire une autre frame pour vraiment montrer la pièce de côté. Et waouh, comme par magie, on a eu une petite animation de pièce un peu sympa. Quand on l'a fait tourner, alors là, voilà, le petit bouton à cliquer, c'est ici, c'est en boucle pour que l'animation se fasse en boucle. Donc voilà, vous avez une petite animation de pièce qui tourne. Ça fera l'affaire. On peut ici réduire le temps de l'animation ou l'augmenter. Alors là, on réduit plutôt. Voilà, donc elle va tourner un peu moins vite, c'est préférable, je trouve. Et on va appliquer, on va placer. Alors, j'ai oublié de renommer mon objet, donc je vais l'appeler tout simplement pièce. Voilà. Et on va placer nos pièces à différents endroits du jeu. Alors, je sais qu'il faut zoomer, et puis voilà. Voilà, on va en placer une ici. On va en placer une peut-être ici. Alors, je vous ai fait un petit parcours. Voilà. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, on va en placer une là, peu importe. Et maintenant, il faut qu'on crée une variable globale qui va nous permettre de compter le nombre de pièces qu'on a récupérées. Donc pour ça, je vais dans le petit burger en haut à gauche et je vais cliquer sur variable globale. Ici, on va noter le nom de la variable. Donc on va noter, je ne sais pas, par exemple, nombre pièces. Alors attention à comment vous l'écrivez. Alors certains l'écrivent en anglais, moi je suis très français, donc, donc j'aime bien avoir les noms en français pour m'y retrouver.
Voilà, je suis pas tellement bilingue, donc on va rester en français. Alors, je pourrais très bien mettre un accent, par exemple, pour être encore plus français. Et vous voyez que c'est donc une variable nombre et qu'elle est pour le moment de 0. Ça commence toujours à 0. On verra d'autres types de variables. Donc on a les variables de texte, où on peut mettre du texte, nombres qui permettent de mettre des nombres. Une variable booléenne, donc le booléen ça veut dire quoi? Ça veut dire vrai ou faux, tout simplement. Oui ou non, vrai ou faux. Ça on ne va pas utiliser tout de suite parce que c'est un peu plus complexe. Les tableaux, les structures permettent d'insérer des informations dans un tableau pour les récupérer. Et une structure c'est à peu près identique mais avec des petites différences. On ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc c'est une variable nombre. Maintenant qu'on a créé cette variable et cette pièce, on va coder. On va dire quand notre joueur, quand notre perso rentre en collision, alors la dernière fois je l'ai tapé, là on va le chercher, rentre en collision avec pièce, on est OK? Qu'est-ce qui va se passer? On va incrémenter, on va augmenter de 1 notre variable pièce, et on va supprimer la pièce. Les variables globales se trouvent ici dans votre action, variable, changer la valeur de la variable, et elle s'affiche directement nombre pièces. Alors on ne va pas la définir à une valeur, puisque nous ce qu'on veut c'est l'augmenter à chaque fois. Si je la définissais à 1, elle va rester à 1 tout le temps. Peu importe le nombre de pièces que je prendrai, elle restera à 1. Là je vais ajouter, donc on a plusieurs choses, on a définir, c'est égal ajouter, soustraire, multiplier ou diviser. Donc là on va ajouter 1 à chaque fois. Et on va supprimer la pièce, donc ça concerne la pièce. Et ça, on l'avait vu la dernière fois, supprimer l'objet. Et je clique sur OK. Là, on pourrait déjà vérifier notre jeu, mais on ne va pas le faire. J'aimerais qu'on affiche aussi ces éléments. Donc on va faire autre chose encore. On va créer un texte. Et ça va me permettre aussi après de vous parler du texte. Moi, j'ajoute un texte normal. Qu'on va appeler aussi, on va l'appeler pièce aussi. Voilà, c'est pas très important. Et on va pas mettre ici de texte, on pourrait pour voir comment le texte s'affiche à l'écran et la place qu'il prend. Mais là, on va pas le faire parce que c'est pas nécessaire. On peut choisir une police dans les ressources du projet, on n'en a pas. Voilà, on peut choisir une police ici. Bah, tiens, on va choisir une police comme ça. Et on va la mettre quand même à 60 parce que vous verrez que enfin, c'est un peu petit. Généralement, les éléments d'interface utilisateur, on les place dans un calque qu'on va appeler UI pour interface utilisateur. Je connais un peu d'anglais, mine de rien. Et on va placer ce texte ici, très important. Voilà, je suis perdu parce que je l'ai appelé pièce. Alors voilà, il me l'a renommé pièce 2. Alors on va l'appeler argent. Voilà, on va appeler argent. C'est très mal nommé, mais c'est pas grave. Et on va glisser déposer ici. Alors pourquoi ici? Parce qu'il va s'afficher en haut de notre cadre. Ce texte, attention, il faut le mettre sur le calque UI. Parce que sinon, il va prendre le zoom, etc. de notre calque de base. On va le mettre ici. Ok? Donc si je fais un aperçu, notre texte, vous voyez, s'affiche en haut à gauche. Et quand je me déplace, le texte ne bouge pas. Là, on peut voir que déjà les pièces disparaissent. Et ce qu'on va faire à chaque fois, alors là, on va afficher le texte tout le temps et on va tout le temps le changer. On ne va pas le changer uniquement lorsque une pièce est récoltée. Donc tout le temps, c'est aucune condition. Et on ajoute une action dans le texte argent. Texte, on modifie le texte et on écrit ceci. On écrit entre guillemets, on veut afficher pièce avec un S parce qu'on va récolter plusieurs. 2 points.
un espace, on veut afficher ça, plus le nom de la variable, qui était nombre pièces. Il vous l'affiche automatiquement. On peut mettre un espace ou pas, ça ne change rien. Et il va nous le mettre comme ça. On vérifie. Donc là, ce qui s'est passé, je vous l'explique après. On affiche bien pièce 0. Et quand je récolte une pièce, on a pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 5, et je meurs. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que quand on récolte une pièce, on ajoute 1 au nombre pièces et on change le texte qu'on a affiché en pièces. Donc ça, entre guillemets, ça va être le texte qui sera tout le temps là, plus la variable. Voilà. C'est aussi simple que ça pour la variable globale. Maintenant qu'on est bon, je vais vous expliquer une deuxième variable, une variable de scène. Donc ça, une variable qui va rester uniquement dans cette scène-là. Et là, j'avais créé au préalable une petite clé qui va nous permettre d'ouvrir une porte à la fin, qui est là. Alors, pas de l'ouvrir, mais en tout cas de rentrer dans la deuxième scène. Cette petite clé n'existera que dans cette scène, donc je n'ai pas besoin de faire une variable globale. D'accord? Alors, pour créer une variable de scène, c'est un peu plus complexe. Il faut aller dans ce tableau ici et aller dans modifier les variables de la scène. Ici, on peut ajouter une variable donc de scène. Une variable qu'on va nommer clé, par exemple. Et là, on va faire une variable... ah oui, clé 2. Alors, on va l'appeler... Alors, une variable qu'on va noter clé prise. Et on va faire une variable booléenne. Vrai ou faux. Pour l'instant, elle n'est pas prise, donc on va la mettre en faux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que... pardon. Hop, on va enlever ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire au personnage, s'il entre en collision avec... Alors, pour faire ça, c'est bien de le savoir, vous appuyez sur l'événement, vous faites un contrôle, clic gauche et glisser déposer, et ça va vous le copier. Donc, perso en collision avec clé. Alors non, pardon, j'ai fait une bêtise. Alors pour créer un autre événement, on va faire Shift A. Shift A permet de créer un autre événement. Perso est en collision avec clé. Pareil que tout à l'heure, c'est dans les variables, changer la valeur de la variable. Elle est mise avec les variables globales. Elle ne se crée pas au même endroit, mais elle se cherche au même endroit. Donc là, on a clé prise. Et on va changer l'opérateur, on va mettre vrai. Et puis, on va aussi supprimer la clé. Donc, ce que je fais, c'est CTRL, clic gauche, glisser. Et on va supprimer la clé. Voilà. Au lieu de refaire tout le stage, ce que je peux faire, c'est prendre mon petit personnage, mettre là, et mettre ici. Bon, on va voir que la clé va disparaître, mais on ne sait pas, toujours pas si la clé est prise. Là, on ne peut peut-être pas l'afficher. Alors, on va voir peut-être dans le debugger, dans le debug. Donc, le debugger, pardon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un aperçu avec le debugger, comme ça je vous le montre en même temps. Démarrer l'aperçu avec le debugger. Donc là, si je sors d'ici et que je mets continuer et que j'actualise, on a bien nos variables de scène. Ici, si on clique dessus, on a clé prise, elle est toujours en faux. Maintenant, je vais chercher mon jeu qui est là. Et je la prends. Je sors de mon jeu. Décidément, il est là. J'actualise et elle est passée en vrai. Très bien, la variable
c'est modifié. Grâce à cette variable, on va pouvoir déplacer notre personnage, aller jusqu'à la porte et passer. Donc ce qu'on va faire, c'est de nouveau Shift A. Si le personnage est en collision avec la porte et que la variable clé prise est vraie, alors on change de scène, c'est dans Autre action, scène, changer la scène, et là on choisit la scène, alors on n'a qu'une scène. Donc il faut que j'en crée une autre. Pour créer une scène, ce qu'on n'avait pas expliqué la dernière fois, je vais de nouveau dans les petits burgers. Celle-ci, on peut la renommer. On va l'appeler, je sais pas, stage 1. On va en créer une autre qui s'appelle stage... Pardon, je me suis mis en... Bon. Stage 2. Voilà. Quand on retourne dans notre code, ici, on peut dire autre scène, quitter la scène, changer de scène, et on choisit stage 2. Pour bloquer un événement, on appuie sur la touche D. On se met ici, on appuie sur la touche D, ça bloque l'événement. Ça veut dire si je bloque cet événement-là, et que je mets mon petit personnage près de la porte, et que j'essaie de passer la porte, rien ne se passe. D'ailleurs, au passage, la porte, je devrais la mettre sur un ordre Z qui est différent, qui est inférieur à celui du personnage. Vous voyez, là c'est 11, et là c'est 8. Donc on peut mettre un ordre Z qui est différent, qui est inférieur, et comme ça mon personnage peut passer devant la porte. Si je reviens sur mon code et que je réactive mon code, je passe pas. Je ne passe pas, pourquoi? Allez à stage 2. Un personnage avec porte et... Ah oui, parce que j'ai pas pris la clé. Suis-je bête? Ben, la clé, on va la bouger. On va la bouger, on va la mettre là. J'ai pris la clé, je passe au stage 2. Voilà. Voilà, on a créé une variable de scène. Si je vais dans le stage numéro 2, d'ailleurs on peut l'afficher, peut-être le stage numéro 2. Alors ce que vous constatez aussi, c'est qu'il n'y a pas les éléments du stage numéro 1. Alors là, je peux vous montrer peut-être les objets globaux. Les plateformes, la plateforme est éventuellement un objet global. Il va être utilisable d'une scène à l'autre. Le perso, également. Et les pièces aussi. Pour l'instant, ça va suffire. Si je retourne dans le stage 2, on va dans les objets globaux et on a ces objets qui sont présents et qu'on peut replacer. Voilà. Seulement, le code ne sera pas le même non plus. Donc là, on verra par la suite comment on utilise des codes d'une scène à l'autre. Soit on peut les copier-coller, ou alors pareil, on peut passer par des codes qu'on peut réutiliser d'une scène à l'autre. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le stage 2, alors il n'y a pas le zoom, hein, mais si je vais dans démarrer le debugger, que j'ai mon jeu, en variable de scène, je n'ai absolument rien. Donc elle n'existe que, la variable clé prise n'existe que dans la scène précédente, le stage 1. Voilà, la dernière variable qu'on va voir, c'est une variable d'objet. Alors j'ai créé un petit objet qui s'appelle plateforme mouvante, que j'ai mis ici. Voilà, et qui est censé se déplacer de gauche à droite. Alors il y a un comportement qui fait ça, mais là on ne va pas utiliser un comportement. On va essayer de le coder. Alors, je peux vous montrer un truc qui est intéressant pour bien vous organiser. Si vous voulez par exemple appeler tous ces événements collision, eh bien vous pouvez créer, alors en faisant
un clic droit, ajouter, vous pouvez faire un groupe d'événements. Et ici, vous pouvez appeler votre groupe d'événements, par exemple, collision, ou collision avec joueur, par exemple, je sais pas, collision avec joueur. Et on va glisser, déposer tous ces événements dans l'événement, dans le groupe d'événements, qu'on pourra réduire si on en a besoin. C'est très utile pour être bien organisé, pas avoir trop de code, parce que sinon vous allez vous y perdre. Et voilà, c'est très pratique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder le déplacement de cette plateforme grâce à la variable d'objet. Donc, ce qu'on aimerait lui donner comme variable, là, c'est lui donner une direction qu'on va utiliser pour lui donner une force. La direction, ça va être la variable, qui sera soit à gauche, soit à droite. Donc, je clique sur mon objet cette fois-ci. Je vais dans variable. Alors, je l'avais déjà créée. Voilà, elle s'appelle direction. C'est du texte et le texte, c'est gauche. Au départ, elle va aller à gauche. Ok. Le texte, on ne le met pas entre guillemets, sinon ça va pas aller. Voilà. On le laisse comme ça. Donc on va dire quand la variable... Alors, pour la variable d'objet, pour aller les chercher, on clique sur l'objet, on va dans variable. Alors, on pourrait taper variable. Variable, moi d'habitude je fais ça, alors je vais le faire. On va dans valeur de la variable d'objet, direction. Quand elle est égale à gauche, alors là il faut mettre les guillemets. Variable string qu'on met entre guillemets. Quand la variable de direction est gauche, on va ajouter une force sur l'axe X, en négatif sur l'axe X à la plateforme. Donc on va taper force, et on va appliquer une force. Une force sur l'axe X, on va lui mettre moins 100, et on va lui donner une force pas permanente, sinon elle irait beaucoup trop vite. On va lui donner une force instantanée. On peut déjà voir, alors je vais juste en supprimer ça. On peut déjà voir, si on se met ici, d'ailleurs, alors cette plateforme, je lui ai mis un comportement plateforme, bien sûr. Hein. Si on se met ici, on voit que la plateforme va à gauche, mais elle ne s'arrête jamais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour dupliquer les événements, faire CTRL-C, CTRL-V, il va vous le dupliquer. Si la plateforme direction, si la variable direction est droite, en revanche, là, on va aller de l'autre côté à 100 sur l'axe X. Moins 100, c'est pour aller de ce côté-là. Et 100 de ce côté. Alors, c'est l'inverse, du coup. Vous me voyez peut-être de l'autre côté, je sais pas, bref. Vous avez compris. Négatif en X, on va en arrière. Et 100 en positif, on va en avant. Là, ma variable, elle n'est pas modifiée. Il faudrait que je lui dise quand elle arrive à un certain niveau, change le nom de la variable, mais en droite. Et donc, si c'est droite, elle repartira dans l'autre sens. Donc, on va dire si elle s'arrête à peu près ici. Ici, on peut, en cliquant sur l'objet, on peut voir ses coordonnées XY. Donc, on peut faire un CTRL-C, 1344, et lui dire Shift-A. Si ma plateforme arrive à une position, donc je tape position, sa position X est inférieure ou égale. Alors ça, c'est très important. On en pourrait avoir le réflexe de mettre égal. Mais si vous mettez égal, cette valeur va être sautée et en fait, elle ne sera jamais prise en compte. Donc, il faudrait faire inférieur ou égal à 1344, qui est la valeur X. Et que la direction est gauche à ce moment-là. Je reste appuyé sur CTRL, je glisse, dépose l'événement. Et bien alors, on change la variable.
continue à aller dans objet, objet, variable, modifier la variable d'objet, direction, et on écrit entre guillemets droite. Alors là, on va tester. Est-ce qu'on est dessus? Non. Alors, on va tester. Clac, elle repart dans l'autre sens. Mais elle ne repart pas dans l'autre sens. Donc, pareil, on peut faire un CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va lui dire si elle est supérieure ou égale à une valeur. Donc là, 1536, CTRL-C, CTRL-V. Alors, on change la direction et on met gauche. Et là, si on se met là, voilà, on va pouvoir sauter. Ah non! Alors, on va pas faire ça parce que je vais être mauvais, je le sens. Voilà, notre personnage se déplace bien sur cette plateforme. Ah non, j'ai fait une erreur. Si elle est supérieure ou égale et que la valeur direction est droite, pardon, et que la valeur de direction est droite, eh bien elle repart dans l'autre sens. Voilà. Tout fonctionne parfaitement bien. On peut faire un groupe d'événements. Clic droit, ajouter groupe d'événements et on peut mettre plateforme mouvante. Alors on pourrait aussi parler des variables d'instance qui sont finalement une sous-catégorie en fait ce sont des variables d'objet. Mais ici quand vous cliquez dessus, vous voyez vous avez une variable d'instance. Ça veut dire que vous pourriez faire une autre instance et changer cette variable. Par exemple là on peut le faire et mettre droite sur celle-là. Donc là logiquement vous allez avoir un bloc qui va aller dans l'autre sens. Voilà. Ça permet d'avoir des instances qui ont des variables différentes, des variables d'objets différentes. Sinon, elles démarrent toutes avec la même valeur. Voilà. Quoi vous dire de plus maintenant qu'on a fait ça? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Peut-être encore un petit message sur les textes. Alors là, bon, le texte est petit. Sachez que moi, je passe toujours par du texte. Attendez, je vais vous montrer. Du texte ici, comme celui-ci. Pourquoi? Déjà, on l'affiche en HD. Donc, ce sera de très bonne qualité. Si vous essayez de rendre avec une résolution plus basse, vous allez voir que ça va pixeliser. Donc ça n'ira pas, il faudra utiliser du texte bitmap. Le problème du texte bitmap, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de police. Il y en a depuis très peu de temps là, dans les ressources du programme, mais ce sont des ressources en anglais. Donc si vous voulez faire du texte en français, vous oubliez les accents, etc. C'est compliqué. Ensuite, elles ne sont pas forcément... on ne peut pas les traduire dans d'autres langues, contrairement peut-être aux fonts, aux polices qu'on peut trouver pour texte. Vous prenez une police internationale, vous pourrez la traduire. Moi, j'ai traduit mon jeu dans 13 langues différentes, dont le chinois, le coréen, voilà, des langues européennes, etc. Donc pour moi, c'est très pratique. Ça, on va annuler. Voilà. Et puis, ce que je vous propose peut-être, c'est de finir en faisant le jeu. Et puis, on va se quitter là-dessus. On a bien nos pièces qui s'incrémentent. Hop. On va rechercher la petite clé. Cling. Il faudrait mettre des sons, mais bon, pour l'instant, on va pas faire ça. Voilà. Alors, ça va être le passage le plus dur, hein, je pense. Ah non, c'est bon. Voilà. Et une fois qu'on a réussi, on passe sur le stage numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que la prochaine fois, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire la prochaine fois, mais je pense qu'on va prendre un peu tout ce qu'il y a dans le moteur et qu'on va voir une par une les différents éléments, les différents éléments du code ici.
prendre tout un par un et les expliquer. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je vous dis à la prochaine fois et puis voilà, à bientôt. Ciao, ciao.